Oui, de toute façon, c'est un... moi, j'ai fait presque toute ma carrière, pas toute, mais en tout cas les 10 dernières années de Formule 1 avec lui, et en étant adversaire sur la piste, sa disparition a été quelque chose de durement ressenti par tout le monde. Et en 3 mois, c'est vrai que pratiquement presque tous les jours, je veux dire, on pense encore à ce qui s'est passé. Mon monde, c'est le sport, c'est la Formule 1. Et la Formule 1, pour moi, ça reste Senna. Comme on peut parler de Ferrari, on peut parler d'autres grands noms. Senna reste quand même la figure emblématique de la Formule 1, en tout cas pour moi, personnellement. 神に出会った男アイルトン・セナが神のもとに召されてから早半年。今でも目を閉じれば数々のセナの勇姿が色鮮やかによみがえってくる。そのセナと約10年にわたり幾多の名勝負を演じてきたアラン・プロスト。最高にして最大のライバルでありながら互いに尊敬し理解し合えた友だからこそ知り得るエピソードの数々。アラン・プロスト友アイルトン・セナを語る。Donc à cette époque-là, c'est-à-dire au moment où il était à l'entrée de Formule 1, alors quelle impression vous aviez de ce jeune Brésilien comme pilote? Quand on est un peu expérimenté, comme je l'étais, qu'on voit arriver un jeune pilote comme ça, c'est très difficile de juger. Tous les jeunes pilotes, et je crois que j'étais un peu comme ça, ont tous un peu la même approche. C'est-à-dire qu'ils sont tous un peu réservés. Ils ne voient qu'une chose dans leur vie, ils sont axés sur la Formule 1, axés sur la compétition, et il n'y a presque rien d'autre qui compte. Et tous les jeunes pilotes sont un peu comme ça. Donc pour moi, il était pareil que les autres. Je ne savais pas encore qu'il était plus doué ou exceptionnel, parce qu'on ne l'avait pas vu beaucoup. On l'avait vu avec la Toleman, mais... c'est Monaco en 84 qu'il a vraiment découvert. Oui. Alors justement sur ce Grand Prix de Monaco, beaucoup de monde a parlé et écrit et lu de ce Grand Prix, vu de la position d'Ayrton. C'est-à-dire s'il y avait un tour de plus, il aurait pu dépasser Prost comme ça. Mais vous, sur la McLaren qui était en tête, qu'est-ce que vous avez pensé en ce moment-là avec le jeune Brésilien qui suivait? De toute façon, quand c'est une course très difficile, c'était une course très très difficile. Depuis un tour ou deux, il pleuvait beaucoup plus. Et pour moi, il n'était pas un concurrent sérieux au championnat du monde. Donc, que ce soit lui ou un autre, pour moi le plus sérieux c'était Niki Lauda. Et Niki avait abandonné. Donc cette course-là, j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de malchance. Parce que beaucoup de chance que peut-être qu'ils ont arrêté la course, parce que ça m'a fait une victoire de plus. Je crois qu'il y aurait eu certainement pas un tour, mais il aurait fallu 2-3 tours, et peut-être que Ayrton m'aurait certainement dépassé d'ailleurs. J'ai commencé à avoir des problèmes de frein. Mais 2 tours de plus, on aurait atteint les 75% de la distance. Et j'aurais marqué 6 points au lieu de 4 points et demi. Et j'aurais été champion du monde cette année-là en 84. Donc il faut rester raisonnable. Mais c'est vrai que pour lui, c'était une course qui médiatiquement a été très importante. Et vous, en ce moment-là, vous avez trouvé en lui la nouvelle étoile de Formule 1, par exemple? Sur une course, on peut pas dire. C'est après, avec le temps, sur une course, c'est très aléatoire. Peut-être que sa voiture, on se pose toujours cette question. On se dit peut-être que sa voiture marchait très bien sous la pluie, qu'il était réglé comme ci ou comme ça. Au début de course, moi je marchais vraiment très bien. Après, ça a été un peu moins bien quand il y avait beaucoup d'eau. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est que
quand on s'est vu avant le podium, Oui. et je lui ai serré la main et je lui ai dit well done, j'ai dit bravo. Oui. Et il était très très déçu. Ah Très oui. très déçu et très mécontent qu'on ait arrêté la course. Tout de suite, il avait déjà ce caractère de... bon, c'était la première fois qu'il était sur le podium, la première fois qu'il finissait deuxième, mais Oui. il n'était pas du tout satisfait. Moi non plus d'ailleurs, j'étais pas satisfait parce que j'aime pas gagner une course comme ça, mais j'étais satisfait du fait que c'était une course qui devenait très très dangereuse et Oui. qu'il pleuvait beaucoup plus. Mais c'est là où les gens ont commencé à... D'ailleurs, certaines catégories de journalistes Oui. commençaient à vouloir un peu Oui. rivaliser, les deux. commencer la rivalité en Oui. disant que j'avais fait arrêter la course, choses comme ça. C'est ridicule. Voilà. Donc c'est surtout de 85-87, à l'époque où Ayrton était chez Lotus, qu'il a commencé à démontrer vraiment son énorme talent. Oui. Et vous, en ce moment-là, vous étiez chez McLaren en obtenant le premier et deuxième titre. Et alors en ce moment-là, vous étiez sûr qu'il serait votre futur rival? On peut jamais savoir. Oui, qu'il serait un rival, c'est sûr. Oui. Il était plus doué que les autres. Oui. Mais on peut jamais savoir parce que quelle voiture il allait conduire, comment allait se passer sa carrière. Ce qui est sûr, c'est que on voit qu'un pilote est très doué, est exceptionnel, Oui. mais on a la vraie valeur que quand il est dans la même équipe et comment on le voit travailler tous les jours. Oui. Et c'est surtout quand il est venu en 88 chez McLaren que on a vu ce qu'il était capable de faire. Parce que avant, quand on voit de l'extérieur, on trouve que c'est formidable, mais il faut vraiment se rendre compte sur place. D'accord. Donc justement, à la fin 87, vous l'avez accepté comme votre équipier. Alors lorsque Ron Dennis vous a confié son idée, alors vous avez pu l'accepter tout de suite, sans hésitation? Oui, non, parce qu'il y avait... on parlait de Nelson, Piquet, de Ayrton, et moi j'ai toujours dit à Ron Dennis et à Mansour Roget, je pense que c'est Ayrton qui a le plus de potentiel et qui est le pilote le plus doué de sa génération. Ça, il n'y avait aucun doute pour moi. Aucun doute. Donc dans l'intérêt de l'équipe et dans mon désintérêt, c'est sûr. Mais à cette époque, on était vraiment très très liés avec Ron Dennis, Mansour Roget, avec McLaren, et je voyais plus l'intérêt de l'équipe. Plus que mon intérêt. Mon intérêt, ça aurait été de ne pas accepter de prendre un pilote de second plan et d'être un second pilote numéro 2, alors que là, j'ai accepté en disant que c'était le futur pour l'équipe et qu'il fallait prendre Ayrton. Mais exactement, vous avez pu imaginer le tandem post-Senna tellement fort que cela vous imposerait à vous deux finalement un duel tellement acharné sur la piste en permanence. De toute façon, c'est aussi la beauté du sport d'avoir un équipier avec lequel on s'entend bien, parce qu'en 88 on s'est bien entendu et avec qui on dispute le championnat, et en partant du principe que la meilleure chose c'est d'abord de travailler très bien ensemble pour avoir la meilleure voiture possible et d'essayer de gagner toutes les courses pour l'écurie et de se battre après. Donc c'était un peu la philosophie aussi bien de lui que de moi. Mais lui, sa philosophie, c'était vraiment de me battre. C'était normal parce que c'était le jeune qui arrivait, moi j'avais plus d'expérience et j'étais déjà établi. Donc, mais en 88, il n'y a pas eu de problème, aucun problème. Et à ce moment-là, vous avez joué un petit peu un rôle d'aîné, frère aîné, comme ça? Oui, un petit peu, parce que lui était à l'écoute, il était... mais bon, petit à petit, lui, il a fait son travail, il avait son système, sa manière de voir les choses. Et, c'est dommage qu'en 89, on ait eu des problèmes, mais même quand on avait des problèmes, on avait une manière de travailler et un professionnalisme qui était absolument parfait. C'est-à-dire que
il y a eu une époque où on ne se parlait pas beaucoup. On avait vraiment des problèmes. Oui. Et même quand on ne se parlait pas, quand on rentrait dans le motorhome pour faire le briefing, c'était complètement oublié et on échangeait toutes les informations et on travaillait ensemble pour avoir la meilleure voiture possible. Et ça, c'était vraiment, vraiment super. Vous vous êtes discuté dans le motorhome, un briefing comme ça? Tout le temps, on parlait toujours... Pas en passant par votre ingénieur? Non, jamais. Ça n'a jamais été comme beaucoup d'autres pilotes ont fait. Jamais on a travaillé séparément. On a toujours travaillé, mis tout en commun, et ça, c'était vraiment fantastique. C'est-à-dire même en 89? Même en 89, surtout en 89, parce qu'en 88, tout allait bien, et en 89, c'était un peu moins bien, mais on a toujours continué à travailler de la même manière. Toujours. 88年完璧なまでのパートナーシップを見せたプロストとセナ。しかし89年サンマリノグランプリからその関係に亀裂が生じた。1周目無理な追い越しをしないとのチーム協定をセナが破り、2人の不協和音が一気に高まる。関係を修復できないまま迎えたシーズン大詰め日本グランプリ。47周目の試験で2台が接触。プロスとセナの決定的決裂とマスコミはこぞって報道した。Donc toute cette histoire-là, c'était un peu inventé. Non, il y a eu une histoire en 89 parce que il y a eu une parole qui m'a donnée au départ du Grand Prix d'Imola qui n'a pas été tenue. On a eu un problème à ce moment-là. Et puis Ayrton était quelqu'un de très dur et il a fait vraiment il y a eu vraiment un petit problème à ce moment-là. Mais tout était vraiment exagéré volontairement je trouve, par les médias, parce que on a eu des problèmes, c'est vrai, mais ça a arrangé aussi beaucoup de gens de nous voir vraiment plus que rivaux. Ah, d'accord. Et sur la piste, il y a des moments précis que vous vous souvenez même aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Par exemple? Non, le seul moment où vraiment que j'oublierai jamais, c'est le Japon en 90. 90, quand il m'a sorti de la piste volontairement. Mais tout le reste, ce ne sont que des souvenirs de course. Oui. Et pour moi, c'est très important de ne plus penser du tout à ce qu'a été notre rivalité, notre querelle, et même les problèmes comme le Japon. C'est très important pour moi quand il y a une disparition comme quelqu'un comme lui, de penser uniquement au côté positif. Oui. Parce que ça sert à rien. Et il faut englober tout. On ne peut pas prendre un mauvais souvenir, un bon souvenir, quelque chose. C'est quelqu'un qui a marqué la Formule 1, qui a marqué l'image de la Formule 1 pendant une dizaine d'années. Tous les deux, ensemble, notre rivalité a fait que la Formule 1 a grandi énormément sur le plan médiatique. Et pour moi, sa disparition, c'est un peu de mes souvenirs, de ma carrière qui disparaissent. C'est très différent. Et ça ne sert à rien de dire un jour il y a eu ça, un jour il y a eu ça. Pour moi, je suis quelqu'un qui oublie, je ne suis pas très rancunier. Et dernièrement, en plus, on était beaucoup plus proches. Il a senti vraiment, quand je me suis arrêté, à quel point c'était important pour lui de m'avoir à côté, de m'avoir pour se battre sur la piste, pour trouver la motivation. Il était très motivé pour me battre, et il était certainement parce qu'il y avait un grand respect entre nous deux.
et qu'à partir du moment où il y a du respect, oui. on arrive toujours à s'entendre bien d'une manière ou d'une autre. Mais même en 92, quand j'ai arrêté de conduire et que j'allais reconduire pour Williams, on s'est parlé très très souvent au téléphone. Ah oui. Et il m'a dit très souvent qu'il voulait, que la seule motivation qu'il avait, c'était de se battre contre moi. Et que bien sûr, il aurait aimé venir chez Williams avec moi. Mais c'est vrai que c'était plus pour essayer d'avoir le volant de la deuxième voiture. Mais j'ai senti aussi, quand je me suis retiré fin 93, qu'il n'avait plus du tout la même passion de se battre contre Michael Schumacher ou contre Jean Alesi ou Grandberger. C'était différent pour lui. Il y avait quelque chose qui était brisé. Et moi, aujourd'hui, avec sa disparition, c'est pareil. Pour moi, dans la Formule 1, il y a quelque chose qui s'est un peu cassé. On a tourné une page et c'est très, très triste. Vous pensez que c'est surtout pour ça qu'Ayrton vous a adressé un message de... Oui, on s'était déjà parlé beaucoup. On devait se parler dans la journée ou bien le lendemain ou dans la semaine au sujet de la sécurité, justement. Oui. Puisqu'il voulait parler d'une chose qu'on pouvait faire peut-être ensemble pour la sécurité à la fédération. C'est absolument incroyable, quoi. C'était presque un message. Mais c'est vrai que tout était fini. À partir du moment où on n'était plus rivaux sur la piste, pour lui, il n'y avait plus de raison d'être rival en dehors. Mais c'était une motivation, c'était presque volontaire d'être rival pour trouver la motivation et pour trouver l'extra motivation, pour aller chercher les derniers dixièmes. Il fallait avoir un peu de guerre, un peu de hargne, que moi je n'avais pas personnellement. Pour moi, j'ai toujours conduit et travaillé de la même manière, que ce soit contre Ayrton ou contre quelqu'un d'autre. J'ai jamais voulu tomber dans le piège de la guerre contre quelqu'un, parce que en 1982, j'ai vu une chose que j'oublierai jamais dans ma vie, ce qui s'est passé entre Didier Pironi et Gilles Villeneuve. Et je pense que Gilles Villeneuve est mort à cause de cette haine qu'il a eue contre Didier à un moment. Ce qui s'était passé à Imola, justement. Ils avaient fait une promesse entre eux que Didier n'a pas tenue, et Gilles lui en a voulu, mais vraiment d'une manière incroyable. Et la course d'après en Belgique, Didier était devant Gilles, et Gilles a vraiment, il voulait tout faire pour être devant. Il ne pouvait plus accepter d'être derrière lui, et il a pris des risques qu'il n'aurait pas pris, je pense, dans une autre circonstance. Et j'ai beaucoup souffert de ça, parce que j'étais très ami avec Gilles, et j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas tomber dans ce côté émotif. Et moi, avec Ayrton, c'était pareil. Quand pour les essais qualificatifs, ça, je prenais pas trop de risques, parce que je n'avais pas envie de me battre au même jeu que lui. Et pour lui, après, une fois que j'étais parti, que j'étais plus là, pour lui aussi, c'était plus pareil. Il n'avait pas la même... il fallait qu'il soit un peu rival avec quelqu'un. Donc, vous pensez qu'il le savait déjà avant que vous partiez à la fin de l'année dernière? Et surtout après, surtout cette année, il a trouvé qu'il a perdu sa extra motivation comme ça. Ouais, je pense surtout cette année, parce qu'en plus, peut-être qu'au début de l'année, quand il a vu la Williams, le châssis Williams n'était peut-être pas aussi bon que ce qu'il aurait voulu, et qu'il fallait qu'il aille chercher le travail, les derniers dixièmes, et que c'était peut-être un peu plus difficile. Et puis il est tombé dans une situation qu'il n'a jamais connue avant. C'est-à-dire la situation du favori du championnat, archi favori, avec bien entendu, comme on avait dit l'année dernière, un moteur qui est supérieur, qui a beaucoup plus de puissance, et face à lui, avec une génération de pilotes qui était un peu différent, et il était devenu pas l'aîné, mais le plus expérimenté, le seul champion du monde, celui qu'il fallait battre, et il s'est trouvé dans une situation qui est très très différente de ce que lui veut. Il veut être dans la situation du challenger, de celui qui doit gagner, qui doit vaincre pour... il faut aller chercher Et là, il était dans la position du défendeur, celui qui se défend contre les jeunes, et c'était certainement moins facile.
Il était un peu en solitude. Ça, c'est un Solitaire. solitaire. Oui, oui, je pense qu'il était un solitaire. C'est quelqu'un qui demandait rarement un conseil à quelqu'un et qui faisait vraiment un peu selon sa volonté, mais surtout très très méfiant et je pense étant très très proche de sa famille et écoutant vraiment pratiquement que sa famille et que c'est très très proche et très peu de gens à côté. Donc tout ça, ça s'explique quand même. Ce qu'on dit souvent, c'est que vous avez les caractères très différents, mais en même temps, vous vous ressemblez beaucoup. Vous en êtes d'accord? Je pense qu'on se ressemblait beaucoup sur une certaine manière, oui, de voir les choses. Et puis lui, peut-être était beaucoup plus proche de moi, mais il ne voulait pas le faire paraître. Par exemple, quand on parlait de sécurité, quand on parlait de risque, etc., on a parlé très, très souvent de sécurité et de risque ensemble, mais vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des gens, il ne parlait pas de la même manière, parce qu'il ne voulait pas que ce soit montré comme presque comme une faiblesse. Et il voulait montrer que c'était quelqu'un qui n'avait pas peur du danger, des risques, etc. Mais en réalité, il était beaucoup plus proche de moi que ce qui n'y paraissait. Mais ce qui est vrai, c'est que même en étant très très différents, il y avait un très grand respect l'un pour l'autre. Et même en ayant un peu de problèmes à un moment, il y avait beaucoup de similitudes. On était quand même très très proches. Et sur la piste, vous pouvez citer par exemple la plus belle course pour ce duel Prost-Senna. Il y en a beaucoup? Des deux ou des... Je pense qu'il y en a beaucoup quand même, en 88 surtout. Oui. 88, il y a eu vraiment des très très belles courses. Oui. Bon, il y a des courses comme ça qui sont... que personne ne se rappelle parce qu'il faut être dans la voiture pour s'en rappeler, mais au Mexique, le Grand Prix du Mexique en 88, où ça a été incroyable, on était à 2-3 secondes l'un de l'autre, mais c'était une attaque vraiment du premier au dernier tour. Il y a eu pour lui le Grand Prix en 88, le Grand Prix du Japon, qui a été vraiment certainement peut-être sa plus belle course quand il a été champion du monde. Mais je pense que presque toutes les courses qu'on a fait ensemble ont été très belles parce que c'était tout le temps au maximum. Alors finalement, son arrivée en Formule 1, surtout en tant que votre équipier chez McLaren, vraiment ça a changé votre carrière aussi? Automatiquement, ça change la carrière, mais c'est pour tout le monde pareil. Il y a toujours, on vieillit. On passe du temps et dans le sport, il y a toujours un jeune qui arrive et qui prend votre place. Ça, c'est le mouvement normal et naturel des choses. Il faut être préparé, il faut le savoir. Et il a changé, bien entendu, ma carrière parce que peut-être que sans lui, j'aurais gagné 7 ou 8 championnats du monde, peut-être. Mais est-ce que la Formule 1 aurait été aussi médiatique, aussi... on ne peut pas savoir. Je pense que, en tout cas dans l'histoire, on retiendra la rivalité, mais j'espère qu'elle restera très très positive, qu'on oubliera les quelques mauvais moments et qu'on gardera les très bons et ces belles images de sport qu'on a données ensemble. Et d'ailleurs, sur la sécurité un peu, alors nous avons l'impression que vous étiez le pilote le plus inquiété car tout se passe mal sur une Formule 1, surtout quand vous avez évoqué la course comme Adelaide 89, comme ça. Alors si c'est le cas, c'est pourquoi? Parce que je pense que j'ai toujours pensé que Ayrton pouvait prendre plus de risques que les autres.
des risques qui sont... C'était quelqu'un certainement de le plus doué, le plus adroit, il faisait des choses formidables, mais dans des cas comme Adélaïde en 89, il aurait pu prendre tous les risques qui étaient possibles pour gagner cette course. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la course quand il a tapé. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui, contrairement à moi, si par exemple je sentais qu'il y avait un problème sur ma voiture, je ralentirais ou peut-être que je m'arrêterais au stand ou quelque chose. Je pense que lui ne le ferait pas tout de suite. Instinctivement, peut-être qu'il aurait pas fait. Et j'avais un peu peur de ça, oui, pour lui. Mais ça n'a rien à voir avec son accident, parce que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé comme tout le monde. Mais en dehors de ça, j'avais l'impression qu'il pouvait prendre plus de risques. Oui. Mais surtout parce qu'il n'avait qu'une motivation, c'était la course. Oui. Et moi, j'ai toujours dit que ce qui me fascinait le plus chez Ayrton, c'est le fait qu'il était capable de se concentrer à la course à 100%. Oui. On dit souvent que les pilotes se consacrent à 100%, mais 100% c'est énorme. Moi, personnellement, bon, j'ai ma famille, mes enfants, des hobbies comme le sport, comme le golf, le vélo, le ski, des choses comme ça. Et j'aime beaucoup les amis, et on se consacre, j'avais l'impression de me consacrer à 95-98%, pratiquement tout pour la course, mais pas tout à fait quand même. Mais lui, la chose la plus importante, c'était ça, il n'y avait rien d'autre qui comptait plus que ça. Donc c'était quand même le point qui attire vraiment des gens. Ah oui, parce qu'il inspirait quand même le respect, et dans une écurie, il était incroyable. C'était lui qui devenait, indirectement, il devenait le patron. Pour moi, le patron de McLaren, c'était autant Ron Dennis que Ayrton. Parce que c'était tellement de deux. C'est comme quelqu'un qui tape avec un marteau tout le temps, et au bout d'un moment, vous êtes fatigué. Et c'était ça, c'était incroyable. Alors, par exemple, sur sa technique, sur la piste, comme ça, il y avait moi, on a beaucoup parlé de son style de pilotage, et je pense que son style était très différent au début. Était très agressif et très spectaculaire. Beaucoup de travers, les bordures, les choses comme ça, très... Beaucoup de turbo. Oui, mais bon, c'était surtout à l'époque parce qu'il était très jeune et après, il était beaucoup plus proche de moi, conduisant beaucoup plus propre et moins spectaculaire, mais encore plus efficace. Et au niveau du travail dans l'équipe, au niveau des réglages de la voiture, il était très proche de ce que je faisais. Souvent, les deux seuls pilotes avec lesquels je pouvais prendre la voiture de réserve, le T-Car, le mulet, avec les mêmes réglages, c'était Niki Lauda et Ayrton. C'est les deux seuls. Donc il était vraiment très proche, et il avait changé sa manière de voir les choses et sa manière de conduire. D'accord. Et ce qu'il a appris en travaillant avec vous chez McLaren? Je pense que c'est ça, c'est un peu oublier le côté spectaculaire et le panache et penser un petit peu plus aux résultats. Ça, il a appris beaucoup ça quand même. Alors, deux dernières questions. Alors, exactement, alors à Imola, juste avant Imola, le samedi, dimanche matin, quand vous avez eu le message d'Ayrton qui était passé par la caméra embarquée sur sa Williams. Special hello to our dear friend Alain. We all miss you, Alain. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Ça m'a beaucoup ému aussi, parce que c'était bien pour tout le monde. Pour moi, c'était sympathique. Pour lui, j'avais l'impression qu'il c'était très sincère et qu'il avait envie de dire quelque chose. C'est bien pour l'image du sport en général de voir qu'on pouvait redevenir amis. J'ai trouvé ce message très symbolique, c'est vrai, juste malheureusement juste avant son accident, mais
il avait de toute façon depuis l'hiver, depuis mon retrait, il avait envie de parler avec moi. On s'est vu au karting à Paris, à Bercy. Il avait très envie de poser des questions, de parler. Moi, c'était pareil. J'ai toujours eu envie de parler avec lui, parce que c'est quand on a la passion du sport automobile et de la Formule 1, on ne peut pas être indifférent à Ayrton Senna. Et c'était très important pour moi de voir qu'il avait envie de partager encore des choses. Et ce message a été vraiment presque une délivrance pour moi de dire. Mais déjà, il avait été très sympathique à la dernière course en Australie. Il avait eu beaucoup de messages de sympathie pendant l'hiver. On avait un ami commun qui est Julian Jacobi. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cet accident, on aurait renoué complètement certainement les liens, peut-être même fait des choses ensemble, certainement. Et quand même, vous êtes allé le voir au stand avant le départ. Oui, juste avant le départ. Oui, parce que je l'ai vu sous le motorhome Renault et j'ai été le voir avant, mais en passant. Et je lui ai souhaité bonne chance pour la course. Et c'est la dernière image que j'aurai de lui, mais c'est aussi une image de lui et moi, tout seul. Sans personne autour, et c'est très malheureux, mais c'est aussi important d'avoir cette image pour moi. Et dernièrement, lorsque vous êtes allé au Brésil pour l'enterrement, vous êtes allé voir, je pense, ses parents, et en ce moment-là, ils ont pu parler avec vous. Tout à fait, normalement, ses parents étaient vraiment très très gentils, toute sa famille était vraiment formidable. Honnêtement, j'avais un peu d'appréhension avant d'aller au Brésil et je me suis posé des questions parce que j'ai été vraiment agréablement surpris. J'ai pensé que c'était vraiment mon devoir, presque mon devoir d'y aller et que c'était impossible de finir comme ça, quoi. J'avais l'impression qu'il fallait que j'y sois pour tout ce qu'on a vécu ensemble, pour tout ce que ça représentait, et toute sa famille, tous ses amis savaient très bien comment les relations qu'on avait. On peut appeler ça des relations ambiguës, mais certainement avec beaucoup de respect, comme je l'ai dit, mais certainement avec beaucoup de... On s'aimait certainement beaucoup. Et c'était important pour moi d'y aller. Et j'ai vu que tous les Brésiliens, toute sa famille ont été vraiment très contents que je sois là-bas, et par respect aussi pour tout le monde, pour tout un peuple. Et par respect aussi pour le sport, pour tous les fans de Ayrton. Et tous ceux qui étaient un peu contre moi et pour lui, ou bien pour moi et contre lui, ça rassemble tout le monde. Et la seule chose que pour les fans, peut-être si on peut parler d'eux, c'est ce qui serait la meilleure chose, c'est qu'en France, on m'a demandé d'être le président d'honneur du club des fans du club Ayrton Senna. J'ai accepté, bien entendu, tout de suite, mais je crois que c'est important d'avoir qu'il n'y ait plus jamais de rivalité entre les gens et que tout le monde soit ensemble, qu'on représente quelque chose ensemble, qu'on a fait quelque chose de fantastique tous les deux, et qu'il faut garder ce souvenir, c'est ça le plus important. D'accord. Merci Alain.